Donc je suis Loïc Blondiot, je suis professeur de sciences politiques à Amiens, à Panthéon-Sorbonne, et mes recherches portent sur, en général, la question de la démocratie, la participation citoyenne. Alors, je me suis aperçu au cours de ces dernières années que les cours d'amphi, à la fois ne m'amusaient plus vraiment, c'est-à-dire que je les trouvais particulièrement répétitifs, assez ennuyeux, et j'avais le sentiment aussi qu'ils étaient une épreuve pour les étudiants, c'est-à-dire les voir finalement pencher sur leurs copies sans pouvoir véritablement intervenir, engendrait beaucoup plus de frustration finalement que de profit pédagogique. Et je me suis rendu compte qu'il pouvait peut-être être intéressant de pratiquer ce dont j'ai entendu parler récemment, qui est la pédagogie inversée, c'est-à-dire de donner aux étudiants, avant le cours, l'intégralité du cours, c'est-à-dire de ne plus les transformer en stylos vivants, grattants comme des fous, mais de préparer, de lire finalement le cours, ou des extraits du cours, et puis finalement d'en parler au moment du cours. Et donc que le cours se transforme en lieu de discussion, de clarification, de précision ou de controverse éventuellement s'il n'était pas d'accord avec certains aspects du cours. Alors pour moi c'est une rupture dans mon histoire d'enseignant. J'étais avant vraiment un prof magistral, à la française d'un certain point de vue, et pour moi ça a été vraiment une nouveauté et une découverte. Une expérimentation, alors qu'il y a des avantages, qu'il y a des inconvénients, on pourra éventuellement en reparler, mais cette pédagogie inversée me semble infiniment plus respectueuse de l'étudiant, c'est-à-dire qu'on ne met pas simplement en position d'enregistrer, de recevoir, mais aussi de contribuer au cours, de participer à l'élaboration du cours, respectueuse de l'enseignant, aussi parce que finalement l'enseignant se transformait en machine vivante, on pouvait le transformer dans ces conditions, on pouvait utiliser un MOOC ou une vidéo, puisque c'est à peu près le même type de rapport pédagogique. Pas du tout. C'est-à-dire que moi j'avais aussi expérimenté l'effet de la taille de l'auditoire sur les relations que le prof a avec cet auditoire. Et j'avais analysé finalement qu'au-delà de 25 étudiants, il devenait compliqué de pratiquer de l'interaction, de pratiquer de l'interpellation, pour des raisons physiques d'un certain point de vue, puisque dès que finalement il y a une discussion entre le prof et l'étudiant, les autres doivent se concentrer, ne le font pas forcément, et pour moi en tout cas c'était extrêmement compliqué. Et donc l'une des modalités de gestion que moi j'avais adoptée, mais que tous mes collègues adoptent dès lors qu'il s'agit d'auditoires de 80, de 100, 150 étudiants, à partir de ces seuils-là, c'était le cours magistral. Et et puis même l'architecture des amphis à la Sorbonne, moi j'enseigne dans la vieille Sorbonne, l'architecture des amphis ne prête pas véritablement à la discussion, et d'ailleurs c'est un vrai problème pour la pédagogie inversée. Donc tout nous incite, le nombre d'étudiants, vraiment des problèmes quasiment techniques, comment garder le silence quand un étudiant parle, quand le prof parle et que l'étudiant est censé prendre des notes et avoir le cours à la fin, là on est sûr qu'il y a un effet de discipline. Quand ce sont des étudiants qui discutent entre eux éventuellement, là c'est beaucoup plus compliqué d'avoir ce silence qui permet la discussion et la délibération. Donc tout ça m'amenait à pratiquer le cours magistral, et c'est avec ça que j'ai essayé de rompre cette année. Pour cette question, elle doit être replacée dans un contexte historique, mais aussi économique, beaucoup plus général. S'il y a autant de cours magistraux en France et aussi peu d'enseignements de conférences, c'est essentiellement pour des raisons économiques, c'est parce que le ratio prof-étudiant tel qu'il est en France, compte tenu du faible financement de l'université, fait qu'on est obligé de gérer un petit nombre d'enseignants avec un grand nombre d'étudiants, et que le seul moyen de le faire véritablement, c'est de le faire à travers des grands effectifs d'amphi. Si vous allez en Angleterre, si vous allez à Oxford ou à Cambridge, si vous allez aux États-Unis, dans les grandes universités de recherche américaines, il y a très rarement des auditoires qui vont au-delà de 40-50 personnes. Les cours d'amphi sont rarissimes. Et donc du coup, le contexte économique, le contexte... et c'est plus qu'un... On dit souvent, et c'est vrai aussi, qu'en France, il y a une distance
qui existe traditionnellement entre les enseignants et les profs, et qu'il y a un certain formalisme de l'enseignement, et que les profs sont réticents à se voir interpellés, critiqués par les étudiants. C'est vrai, mais ça n'est pas l'enjeu principal. L'enjeu principal, c'est un enjeu économique. Bon, il y a des avancées qui sont faites de ce point de vue-là. Je pense qu'on n'en est plus au temps où les étudiants étaient lâchés, sans information, dans la jungle de l'enseignement supérieur. Je pense qu'au niveau du lycée, les CPE font le travail. Il y a de plus en plus de sources d'informations sur Internet qui évitent finalement les choix absurdes pour les étudiants. Donc on a quand même beaucoup limité ce qui existait à une certaine époque, c'est-à-dire bon, voilà, les étudiants n'étaient absolument pas préparés aux filières qu'ils intégraient. Et puis il y a un autre élément qui me paraît intéressant, c'est les doubles licences. C'est-à-dire que en fait, dans tous les pays du monde ou presque, il y a, dans tous les pays comparables à la France, il y a une majeure et une mineure. C'est-à-dire qu'on diversifie les enseignements de première année de façon à ce que l'étudiant puisse sélectionner. Et je crois qu'il faut continuer à aller dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une forme d'offre à l'intérieur de laquelle les étudiants peuvent finalement, à l'intérieur de laquelle les étudiants peuvent se situer. Et ça, je pense que c'est important. Pourquoi les instituts politiques aujourd'hui ont un tel succès, Sciences Po? C'est parce que Sciences Po se place les étudiants dans cette philosophie. Avant de faire Sciences Po, vous ne savez pas du tout ce que vous allez faire en général. Ça vous laisse 2 ou 3 ans pour choisir une option, pour choisir une filière, et après pour vous spécialiser en master. Mais je crois aussi une professionnalisation trop forte dès la première année est quelque chose qui est un petit peu antinomique avec l'esprit de l'université. C'est-à-dire qu'on ne forme pas des techniciens, on ne forme pas des ingénieurs, des gens qui sont vraiment des ultra spécialistes, mais que dans cette proposition d'enseignement général que l'on donne, on fournit aussi des clés pour comprendre le monde et on forme aussi des citoyens. On est quand même dans une société qui associe fortement les deux, c'est-à-dire qui recrute ses élites essentiellement sur le fondement d'un parcours scolaire réussi. Le vrai problème de notre société, c'est que l'école y reproduit des fractures sociales, des inégalités sociales qui lui préexistent. Ça, c'est une des grandes découvertes des études statistiques comparatives internationales récentes, les fameuses enquêtes PISA, qui montrent que la France est un des pays où l'école rectifie le moins les inégalités sociales de départ entre les élèves. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais l'école, elle produit quelque chose d'encore plus problématique d'un point de vue de cohésion sociale et d'un point de vue politique, c'est qu'elle contribue dans le système français à sélectionner très fort, c'est-à-dire qu'elle est orientée vers la sélection, en incitant à une concurrence très violente, un petit peu comme en Corée ou au Japon, dont les systèmes scolaires sont assez comparables au système français, c'est-à-dire tout est orienté vers la concurrence, la compétition, et une concurrence aussi violente fait des gagnants, alors à qui tout est ouvert après, et qui acquiert une confiance en eux qui est extrêmement forte, qui peut même quelquefois à l'arrogance, des gens qui sont sortis vainqueurs du système des grandes écoles, du système du bac, des concours, etc., ont le sentiment qu'ils sont vraiment les meilleurs et que le reste de la population finalement ne mérite pas d'être pris en compte. Et à l'inverse, ceux qui échouent dans ce système, contrairement à ce qui peut se passer en Allemagne, par exemple, ou dans d'autres pays, n'ont pas de possibilité d'ascension sociale par d'autres moyens que l'école, et surtout entretiennent finalement un sentiment d'infériorité qui ne les incite pas après à s'engager socialement, et moi ce qui m'intéresse beaucoup, politiquement. Donc on crée finalement de la défiance des élites à l'égard des citoyens ordinaires, d'un certain point de vue, et la défiance des citoyens ordinaires vis-à-vis des élites, mais aussi vis-à-vis de leur propre capacité à agir, à s'exprimer dans l'espace public. Et ça, c'est un effet politique majeur d'une conception particulière de la pédagogie et de l'enseignement.
Ça, c'est l'argument que développent un certain nombre d'acteurs et de spécialistes du système scolaire, de sociologues d'ailleurs, qui disent effectivement, et même dans les discours institutionnels, on entend ça aussi quelquefois, il faut porter tout le monde vers une moyenne, un minima, et c'est ça l'objectif, beaucoup plus que de sélectionner et d'écrémer par le haut. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et donc, il faut effectivement réfléchir aux moyens, alors en sélectionnant finalement le plus tard possible, en maintenant des classes hétérogènes, en évitant aussi ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité de ségrégation par l'école, qui prolonge la ségrégation d'habitat et puis la ségrégation sociale. C'est ça que ça produit aujourd'hui, avec des lycées ghettos, avec des zones d'éducation qui sont beaucoup plus défavorisées. Donc ça, je suis d'accord. Mais moi, il y a quelque chose auquel je tiens beaucoup plus encore. C'est, je pense que dans la pédagogie, et très tôt, finalement, au niveau dans l'éducation, il faut encourager la responsabilisation des élèves, leur reconnaître finalement une capacité à imaginer, à inventer, à prendre la parole. Aujourd'hui, finalement, la sélection sociale, elle se fait aussi dans cette capacité à s'exprimer en public, à parler, à coopérer aussi, à s'organiser ensemble. C'est-à-dire que si on n'est pas le meilleur individuellement, on peut collectivement inventer et produire des choses qui sont beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus efficaces. Donc une pédagogie du projet, une pédagogie de l'expression, une pédagogie de la création, une pédagogie beaucoup plus horizontale, à mon avis, devrait contribuer à limiter. Il y aura toujours des inégalités sociales, il y aura toujours des effets de sélection, il y aura toujours une élite qui finira par accéder à des positions, mais pour que la société, de mon point de vue, fonctionne mieux, il faut réduire au maximum les inégalités, et ces inégalités, elles se créent dès l'école. Et alors, c'est l'un des aspects intéressants du discours du nouveau ministre qui vient d'être nommé à l'éducation, c'est que cette envie de tout miser sur le primaire. Et on pourrait même dire sur la maternelle. On a bien vu, il y a plein d'études qui montrent que la scolarisation précoce qu'on fait en France, mais pas suffisamment à 2 ans, change aussi beaucoup les choses. Tout miser sur le primaire, ça peut produire des effets vertueux. Il faut commencer très tôt. L'État continue à jouer en France un rôle prépondérant, un rôle de reconnaissance des pratiques éducatives, un rôle de contrôle, de bornage, et donc on ne peut pas dire que l'État s'est mis vraiment en retrait. L'élaboration des programmes, le maintien du baccalauréat tel qu'il existe, la conception des filières, tout ça, ça reste de la responsabilité de l'État. Donc l'État continue à jouer un rôle. Alors évidemment, la position qui est défendue aujourd'hui par un certain nombre d'acteurs, il y a 2 types de positions. Il y a un type de position qui consiste à dire qu'il faut laisser les parents d'élèves libres complètement de choisir entre le public et le privé, et donc du coup favoriser au maximum l'initiative privée dans le monde de l'éducation, alors tout en continuant à bénéficier des subventions de l'État, puisque notre enseignement privé ici en France est subventionné par l'État, les enseignants sont financés, et puis il y a tout un courant, mais qui est ultra minoritaire en France, beaucoup plus puissant aux États-Unis, qui consiste à dire ce sont les citoyens eux-mêmes qui doivent s'organiser pour éduquer les enfants. Mais je ne crois pas que soient très nombreux ceux qui sont défenseurs de ce dernier modèle. Donc l'État a quand même le rôle aujourd'hui, un rôle socialisateur majeur. Moi, une de mes influences finalement dans cette réflexion sur l'éducation, c'est quelqu'un qui a enseigné ici à la Sorbonne au début du XXe siècle, qui était Émile Durkheim, et qui disait qu'effectivement l'État a un rôle libérateur à travers l'éducation. Dans la construction des citoyens, ce qu'on construit aussi, c'est l'émancipation, et si c'est la société qui est en charge ces tâches d'éducation, il y a toute chance pour que la liberté en prenne un coup.
Bon, moi, il se trouve que je dirige un master professionnel, un master donc compétitif, où la sélection se faisait à l'entrée du master 2. Et en fait, dans un premier temps, moi, ma première réaction, quand on a dit on ne peut plus sélectionner à ce niveau, donc on est obligé de sélectionner entre la licence et le master, c'est de me dire c'est trop tôt, et ça remet en cause finalement un des atouts majeurs de ces masters qui ont réussi à s'imposer. Hein. Vous ne pouvez pas finalement vous projeter, mais il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, l'université n'était pas capable vraiment de professionnaliser, ou en tout cas était beaucoup moins avancée dans la professionnalisation. Avec ces masters professionnels, on a réussi dans des tas de disciplines, dans des tas d'universités, on a réussi vraiment à préparer des étudiants à des métiers et à le faire très très bien. Nous empêcher de sélectionner à l'entrée de ces masters, c'était un peu dur quand même. Bon, et puis, en y réfléchissant, je me dis qu'il y a une certaine logique à raisonner en LMD, et donc que maintenant il faut repenser notre processus de sélection et être très vigilant à ne pas recruter en M1, à l'entrée du M1, des gens dont on ne pense pas qu'ils seraient capables, ni qu'ils sont suffisamment motivés, parce qu'il y a une question de motivation aussi, pour intégrer un M2, parce que l'automaticité du passage du M1 au M2 est effectivement très problématique. Donc je pense qu'on va se réajuster progressivement. On ne peut pas maintenir le SAS entre M1 et M2, mais alors maintenir un SAS entre L3 et M1, ça me paraît indispensable. Ou alors finalement, entre la L3 et le M1, il faut établir une sélection, ça c'est clair.